Jean Le Cam, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Héros ont du talent. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Les Héros ont du talent, c'est une idée de l'Éducation nationale de passer quelques instants de bonheur, d'optimisme avec de grandes personnalités de la science, des arts, du sport. Des gens qui ont été choisis parce qu'à un moment, on a pu dire qu'ils étaient des héros. Ils ont eu une enfance difficile, une scolarité difficile. Et pourtant, si on regarde 25 ans, 30 ans, 40 ans après, se sont épanouis, ont eu une carrière extraordinaire et ont réalisé pleinement tout leur potentiel. Alors, c'est l'occasion de discuter avec des acteurs sociaux engagés qui ont envie de redonner aussi à la société, hein, et en particulier à l'école, et avec humour, des personnes qui nous font part de leur trajectoire, de ce qui s'est passé, quelles rencontres, quels professeurs, quels mentors les ont tirés d'affaire, et comment l'école, aujourd'hui, peut tirer profit de cette expérience pour mieux valoriser la confiance en soi, la diversité aussi des parcours scolaires qu'on peut avoir et la diversité des goûts des élèves. Donc, cher Jean, merci de se prêter à cet exercice. Hein. J'ai pas besoin de rappeler le palmarès extraordinaire, je pense 3 victoires dans la solitaire du Figaro, 4 Vendée Globe, le dernier où tu as sauvé Kevin Escoffier et réussi à arriver 4e, 10 heures seulement du premier. Donc, tu nous as fait rêver et pourtant, tu n'as pas eu le bac, tu as passé 3 fois ton bac. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que en fait, j'avais un parcours, moi, qui n'était pas... où je voulais pas continuer les études, en fait, après le bac. Et forcément, si par malheur, j'avais eu mon bac, j'aurais été engagé dans un processus qui m'aurait fait peut-être faire une école supérieure derrière, etc., et qui m'aurait amené de fil en aiguille à être dans un parcours qui n'était pas fait pour moi. Donc tu dis que de ne pas avoir le bac, ça t'a sauvé en quelque sorte. Peut-être, oui. Oui. Peut-être, oui. C'est sûr que bon, j'ai été quand même jusqu'à la terminale et bon, forcément, moi je suis pas littéraire, je suis plus scientifique, donc. Mais bon. C'est pas parce que j'ai pas eu mon bac que ça m'a pas servi non plus, parce qu'en termes de, on va dire, d'éducation, enfin tu prends ce qu'il y a à apprendre dans l'école, mais pour certaines personnes, voilà, tous les élèves sont différents. On n'est pas là pour dire aux élèves, vous n'avez pas besoin de passer le bac, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Non, c'est pas ça. En quoi ce que tu as appris à l'école, quels sont les fondamentaux en quelque sorte qui t'ont le plus servi? C'est des formules physiques, par exemple. Oui. Le carré de la vitesse. Oui, parce qu'on ne peut pas par exemple, construire des bateaux, parce on peut rappeler que tu n'es pas seulement navigateur, mais aussi constructeur. Donc, on ne peut pas construire des bateaux sans avoir quand même des mathématiques et de la physique. Alors, tu as fait comment? Tu apprends sur le tas aussi. Oui. C'est-à-dire que tu as à la fois ce que tu apprends quand même à l'école, et puis après, quand tu fais les choses au quotidien, et tu avances, parce que là, pour le coup, il y a quelque chose de concret. Et je pense qu'il y a aussi certains élèves qui sont un peu perdus dans le système parce que c'est un peu trop virtuel, peut-être, l'éducation. Et d'ailleurs, je fais toujours le rapprochement avec le Vendée Globe, où il y a beaucoup d'écoles qui nous suivent. L'élève qui est en fait devant une maîtresse ou un maître ou voilà, un professeur qui raconte quelque chose, etc., mais sans quelque chose de concret. Et quand on rapporte en fait l'expérience d'un Vendée Globe qui est quelque chose de concret pour les élèves, pour les enfants. Du coup, il y a de la mécanique, il y a de l'histoire, parce qu'on passe à travers, on fait le tour du monde, donc on s'aperçoit que la Terre est ronde, pour de vrai, que l'Afrique, elle est positionnée à tel endroit, l'Amérique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et tout ça, voilà, ça apporte ce côté concret des choses aux élèves. Après, quand on voit des baleines, quand on voit des dauphins, quand on voit les étoiles dans le ciel, les nuages, la météo, l'informatique, la communication par satellite, les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, c'est hyper riche. Là, j'étais dans une école la semaine dernière où, par exemple, je suis parrain d'un préau. Ils ont créé un préau. Bon.
Voilà. Et sur ce préau-là, ils ont mis des panneaux photovoltaïques. Et donc, il y a un compteur d'énergie, etc. Mais du coup, c'est une chose qui est concrète. C'est-à-dire, les élèves, quand ils arrivent à l'école, ils sont fiers parce qu'ils voient le compteur de watts qui défile. Donc, mais je crois qu'il faut apporter une chose concrète. Parce que je pense que beaucoup d'élèves sont un peu perdus dans cette espèce de choses un peu qui manquent de faire les choses. Ouais, tu m'avais donné une formule que j'aimais bien, qui était faire le lien entre ce que tu apprends et à quoi ça sert. C'est ça. Ne pas apprendre par cœur. Je crois que tu m'avais dit, je suis pas bon pour apprendre par cœur. Ah non, moi je suis nul. Moi non plus, à vrai dire. Parce que je ne retiens, en fait, que ce qui a du sens pour moi. Et donc forcément, moi je dis souvent sur mon bateau, tu tires pas sur un bout pour tirer sur un bout. Regarde ce que tu es en train de faire avec ce que tu fais en bas. Parce que sinon tu vas tout casser. Et apprendre pour apprendre, c'est voilà, c'est aussi vite oublié. Exactement. Moi, je pense pour les mathématiques en particulier, c'est une bonne formule. C'est-à-dire, on peut apprendre des mathématiques d'un point de vue très abstrait, mais si on apprend parce qu'on sait que cet outil va servir à quelque chose, je pense à la navigation, par exemple. Je ne peux pas imaginer que tu fasses de la régate sans savoir quelque chose sur les cosinus, les angles, les distances. Voilà, c'est indispensable, je pense. Bah, les vecteurs, surtout. Les vecteurs. Ils sont beaucoup plus simples à comprendre que les sinus, les cosinus et les tangentes, et j'en passe, et les vertes et les pommures. Et par contre, c'est sûr que, par exemple, moi, je retiens bien ça parce que les vecteurs, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, parce que c'est imagé, encore une fois. Je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui ne seraient pas d'accord, qui diraient « j'ai pas encore vu pourquoi on m'apprend ces vecteurs ». Mais si on peut leur expliquer que ça va servir à naviguer, que ça va servir à comprendre où sera le bateau dans 5 heures, ça peut peut-être les aider. Bon, alors maintenant, on a des logiciels qui font ça pour nous, mais je pense que ce n'est que des outils, il faut comprendre à quoi sert l'outil. Ça, c'est essentiel. Et il y a pas mal de classes qui ont suivi, je crois, hein, le Vendée Globe, presque jour par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un enrichissement intéressant pour eux? C'est quelque chose qu'on pourrait continuer par la suite? Je pense que c'est bien, oui. Je pense que c'est pas par hasard qu'il y a énormément d'écoles en fait, qui suivent le Vendée Globe. C'est que j'en discutais encore la semaine dernière avec une professeure, et d'avoir ce rapport concret à quelque chose qui se passe pour de vrai, ça aide vraiment les élèves à se sortir un peu de cette... de ces choses un peu qui sont un peu abstraites pour certains élèves, peut-être pas pour d'autres, mais tout au moins des élèves qui ont un peu de difficulté dans certaines matières, parce que tu peux aussi être bon en français, mauvais en maths, ou bon en physique, etc. Bon, tout le monde est différent, mais bon, c'est l'idée ça peut aider. Des zéros, c'est ça, c'est qu'il y a une diversité quand même extraordinaire de parcours possibles. Donc, on ne peut pas dire à un élève tu es nul, tu feras jamais rien. Ça n'est jamais vrai en réalité. Non, parce qu'on est tous des zéros quelque part. Ça, c'est sûr. Et ça... Et on a tous un potentiel d'exploser dans une passion particulière. Toujours un potentiel qui peut se développer, alors qui se porte plus sur la physique, la mathématique, d'autres ça va être la philosophie, d'autres ça va être le français, d'autres ça va être la peinture, ça va être plus de l'art, ça va être de la mécanique, ça va être... voilà, il y a toujours... et forcément, on est tous, nous, zéro quelque part. Et est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, toi tu es un constructeur, tu as un chantier naval, est-ce qu'il ne faudrait pas que les élèves construisent un peu plus de choses? Qu'est-ce que tu penses de cette activité plus matérielle peut-être? Depuis des années, au niveau de l'éducation nationale, on a dénigré quelque part le travail manuel. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est quand même un des facteurs essentiels pour le développement économique. Et, et parce que tu as des gens, ils sont doués avec leurs mains, ils sont... Oui, et puis qui se font plaisir, quoi. Il y a un plaisir extraordinaire. Et je pense qu'il faut absolument l'orientation générale qu'on se doit d'avoir sur le futur de l'éducation nationale, c'est d'aller détecter la chose qui est bonne dans chaque élève. Et ne pas, surtout pas, les amener dans une direction
qui ne leur correspond pas, parce que là, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et donc, et notamment d'ailleurs, de plus en plus, on demande aux enfants, aux élèves, de faire un choix beaucoup trop tôt. Et ça, c'est dramatique. Parce que si tu as à 16 ans, à 15 ans, tu es obligé de faire un choix où tu ne sais pas. Et on te dit, il faut que tu choisisses. Peut-être que c'est trop tôt. En tout cas, oui, ça peut-être pour certains c'est trop tôt. En tout cas, ce qu'on peut leur dire, c'est aussi que c'est pas déterminant. Quoi. Ça va encore changer. Ça peut encore changer énormément. C'est sûr. Et que par contre, enfin, ce qu'on dit depuis le départ, je crois, c'est qu'il y a des outils fondamentaux qu'il faut avoir dans la tête. Ne pas savoir ce que c'est qu'un vecteur, ça va peut-être être plus difficile par la suite de pouvoir faire de la navigation ou pouvoir planifier. Voilà, mais après, ça ne va pas servir non plus dans toutes les orientations de la même manière. Donc, je pense qu'il faut rester ouvert. Et puis, moi, je dis toujours, adaptation aux situations nouvelles. C'est-à-dire que ça, c'est une des caractéristiques que je pense qu'on doit travailler, parce que dans le monde où on vit, tout est tout le temps en mouvement, tout change tout le temps. Donc avoir la capacité de s'adapter à un changement, je pense que ça c'est quelque chose d'essentiel et de plus en plus. Et ça c'est une orientation qu'on doit regarder. Donc, parce que toi, tu es aussi entrepreneur, tu as une équipe. D'ailleurs, on parle souvent du marin solitaire, mais derrière le marin solitaire, il y a toute une équipe qui reste à terre, mais qui entoure le bateau, qui t'aide à calculer la bonne trajectoire. Et comment est-ce que tu formes une équipe comme ça, et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux élèves sur les talents qu'on recherche, en quelque sorte, quand on est Jean Le Cam et qu'on cherche à compléter son équipe? Déjà, la trajectoire, etc., c'est nous qui la faisons, parce qu'on n'a pas le droit d'assistance là-dessus au niveau d'un Vendée Globe. Après, nous, on a une équipe qui est orientée, à la fois on fait de la navigation, à la fois on fait de la construction, on est aussi sur de l'entretien de systèmes mécaniques, électroniques, etc. Et je pense que c'est hyper riche d'avoir plusieurs cordes à son arc, de ne pas se focaliser sur un truc bien précis, parce que dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Sur un bateau, tu vas avoir des gens qui vont être plus orientés, par exemple, sur la mécanique, d'autres qui vont être plus sur les voiles, les lattes, tout ce qui est gréement. Après, tu vas avoir tout ce qui est peinture, tout ce qui est... Il y a plein de corps de métiers différents. Mais c'est bien aussi d'avoir une certaine polyvalence. D'accord. Je pense. Et l'esprit d'équipe, il vient comment? Enfin, tu cherches des gens qui ont une capacité de fonctionner ensemble? Non, moi, je cherche des gens qui ont envie. Parce que ça, je pense que c'est l'essentiel. Après, quand on a envie, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qu'on doit donner aussi aux jeunes. C'est surtout qu'ils aient envie. Et justement, ne pas les casser en disant « toi, t'es nul, t'es zéro ». Et ça, je pense que c'est la pire des choses. C'est-à-dire donner la confiance en eux, aux enfants, aux élèves. Ça, je dirais que c'est la principal facteur de réussite. Il y a effectivement l'envie. Il y a le travail quand même, parce que ça ne suffit pas d'avoir l'envie, il faut encore travailler pour y arriver. C'est clair. Puis il y a un troisième facteur, je voudrais qu'on parle un tout petit peu du courage. Parce que, toi, tu as chaviré un moment, en 2009. Tu as passé 19 heures, je crois, dans l'eau, à 5-6 degrés, dans un bateau qui était en train de couler. Où est-ce qu'on trouve le courage? Et qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves aussi sur ce facteur courage? Je dirais que courage, dans ce cadre-là, de toute façon, t'es dos au mur, et puis là, c'est marche ou crève. Donc là, c'est encore une situation, je dirais, extrême, assez... Oui, mais enfin, il y a des gens qui pourraient s'écrouler. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est la confiance en soi là, qui intervient. Et donc, et ça, c'est important de positiver dans ces moments-là. C'est-à-dire, moi, je dis toujours... quoi qu'il arrive, ça va toujours mieux se passer qu'on l'imagine.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'être humain, il est plutôt dans la chose catastrophe, à imaginer toujours le pire. Oui, c'est le français, je pense, c'est pas tout à fait la leçon d'optimisme qu'on a généralement en France, hein. C'est ça. Ça va mieux se passer que ce que je le pense. C'est ça. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, bah, tu gardes de l'énergie, forcément, et de l'espoir. Et donc, forcément, au final, quand tu as pensé à ça, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on a imaginé. En tout cas, tu n'as pas perdu tes moyens. Ouais. C'est ça. Et alors, même chose pour le sauvetage de Kevin Escoffier, quand même un moment absolument incroyable, hein, qu'on a suivi de loin, mais toi, tu étais dedans. Alors, je sais qu'à un moment, tu parles très librement du fait des pleurs. Voilà, il y a le courage, bien sûr, mais il y a le moment où Quand tu es en détresse, devient trop dur, en détresse. Ouais. Ouais, quand tu es en détresse et que tu ne sais plus, justement, que tu te dis que tu vas peut-être pas le retrouver. Ouais. Là, c'est la détresse totale. Là, tu passes des moments horribles parce que t'imagines le moment où les recherches, on va te dire on abandonne les recherches. Et tu vois pas d'issue. Bon, heureusement, il y en a une. Tu cherches. Et encore une fois, c'est bien la preuve que ça se passe toujours mieux que ce qu'on imagine. Bon, là, on dit ça maintenant après, hein. C'est sûr que c'est facile, mais bon, en moyenne, quand même, c'est quand même le cas, quoi. En tout cas, on s'accroche. C'est ça. Et on va jusqu'au bout de la possibilité de retrouver le bonhomme. Là. C'est clair qu'il faut pas, quand tu prends une direction, il faut quand même essayer d'aller jusqu'au bout de cette direction-là. Et une fois que tu étais jusqu'au bout d'une direction, peut-être tu peux en changer après, mais arrêter au milieu de la paroisse, c'est souvent pas très positif, on va dire. Il y a une dernière chose dont je voudrais qu'on parle, parce que je fais ce travail aussi au titre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Alors on essaye de parler un petit peu de science dans Les héros ont du talent, et je voudrais qu'on parle du sommeil. Parce qu'il y a une science du sommeil qui est en train de se développer, qui montre d'abord que le sommeil est extrêmement important, et notamment pour l'apprentissage, donc pour les élèves. Le sommeil régénère notre cerveau, puis le sommeil consolide ce qu'on a appris dans la journée. Donc quand on s'endort, le cerveau n'est pas inactif, mais il travaille et il aide à enregistrer ce qu'on a fait dans la journée. Et on sait aussi, et ça c'est très important, qu'il y a beaucoup d'enfants qui manquent de sommeil. C'est quelque chose qui s'est aggravé récemment. Ah oui, malheureusement. Donc il y a une dette de sommeil qui fait que les apprentissages ne se passent pas aussi bien que ça devrait. On a l'idée qu'il y a peut-être des troubles de l'attention qui en fait n'en sont pas vraiment, qui sont des manques de sommeil. Alors je voulais te poser la question parce que la gestion du sommeil en course, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc vous dormez peu, comment est-ce que ça se passe? On essaie de dormir le maximum. Oui. Mais on est dans un environnement pas très facile. On a plein de choses à faire et donc il faut essayer de se détacher à un moment ou un autre du quotidien. Et c'est pas facile, surtout en course sur des gros bateaux comme ça, où il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, et c'est surtout ce travail-là où tu essayes de te relaxer, de sortir un peu de la situation dans laquelle tu es. Et dans ces moments-là, même très peu de sommeil sont hyper positifs, quoi. Si tu arrives à dormir 1 heure ou 2, mais vraiment bien, c'est un pouvoir de récupération terrible. Et c'est sûr que pour prendre les bonnes décisions, pour être, je dirais, faire les bonnes analyses des choses, le sommeil est essentiel. Mais tu as l'air de dire que tu dois te forcer à dormir, que ça vient pas, c'est pas une pression de sommeil qui s'impose à un moment? Non, les gens ils pensent que, en fait, c'est difficile pour nous de ne pas dormir. Or, enfin, pour ma part, hein, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de dormir, de me reposer le maximum. Et c'est l'inverse. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème de pouvoir se reposer, se ressourcer, comme on dit. Et comme tu le disais à juste titre, on dit toujours la nuit porte conseil. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que quand ton esprit, tu passes une journée où il faut que tu décides quelque chose, bien souvent, il est utile de ne pas se précipiter et d'attendre que la nuit porte conseil.
Ça, c'est une chose qui est bien démontrée sur le plan scientifique, et même au niveau cérébral d'ailleurs. Non seulement le cerveau n'est pas inactif, hein, mais il enregistre, il rejoue pendant la nuit et ça lui permet de faire des découvertes. Alors, tous les scientifiques disent « j'ai fait des découvertes pendant la nuit, le matin je me suis réveillé, ça y est, j'avais la solution du problème Ouais, ». Et est-ce que ça t'est arrivé, toi? Ah oui, oui. Bien souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à trouver une solution à un problème divers ou varié, après une bonne nuit de sommeil, bien souvent, le matin, tu te réveilles. Ah, ok, c'est par là qu'il faut aller. Moi, j'ai exactement la même expérience, évidemment, et c'est quelque chose qu'on peut dire aux élèves parce que ça marche à tous les âges de la vie. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique ou un grand sportif pour ça. Même un enfant, hein, par exemple, lorsqu'il apprend des mots, la première fois qu'il entend le mot, ça peut avoir un sens très précis, et puis c'est seulement en dormant que le sens s'élargit. Probablement la même chose en mathématiques, même s'il y a moins d'expérience, mais on comprend les concepts mathématiques jour après jour. L'apprentissage, c'est pas en un jour. C'est jour après jour avec des périodes de sommeil entre les deux. Et donc, le message général, si je retiens, là, c'est dormez dès que vous pouvez, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, on a aussi que les professeurs doivent sentir aussi les différences qu'il peut y avoir dans une classe suivant le secteur, et que tout le monde n'est pas égal vis-à-vis d'une science ou d'un domaine. Il y en a qui vont comprendre très vite, d'autres qui vont avoir plus de difficultés dans le temps. Et c'est là où c'est pas facile dans une même classe d'avoir des niveaux différents et de ne pas oublier aussi ceux qui ont du mal à suivre. Ouais. Ce qui a été mon cas ou qui est le cas aussi de tout le monde suivant les domaines. Mais le rôle des professeurs est quand même assez essentiel aussi pour le devenir des enfants qui sont dans la classe. Donc ce n'est pas non plus que du côté des élèves, mais aussi du côté des professeurs qui doivent être attentifs à chacun, exactement. Attentifs aux besoins. C'est très difficile, forcément. Oui, c'est un métier extrêmement difficile et courageux quelque part aussi. C'est sûr. Parce que la diversité des élèves, elle est totale aussi du point de vue de l'équilibre de la classe. La classe n'est pas toujours un milieu très serein. Hein. Et en plus, on sort maintenant d'une année très difficile pour les enseignants à beaucoup de points de vue, et en particulier celui de l'épidémie. Hein. Donc c'est vrai qu'on doit absolument leur exprimer toute notre reconnaissance, parce qu'on a d'ailleurs des données scientifiques qui montrent que la France a moins souffert que les autres de cette période d'épidémie. Oui. Du point de vue des élèves, parce que les enseignants se sont engagés, parce qu'on a réussi à garder les classes ouvertes aussi le plus longtemps possible. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très positif pour nous. Mais on arrive au bout de cette interview. Jean, merci beaucoup de tous ces conseils et puis de cette perspective de vie. Je crois que c'est très important pour les élèves de comprendre que tout n'est pas joué à 10 ans ou à 15 ans ou à 18 ans ou même à 25 ans, que les choses peuvent encore changer. Ah bien sûr. Mais tout change tout le temps. Tout le temps. Dès qu'on vit un peu, on sait que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Non, et puis les choses, en fait, elles se passent toujours différemment de ce qu'on imagine. Si on imagine les choses à trop long terme, je pense que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de positif, parce que tout change. L'environnement change, les gens que tu vas rencontrer changent aussi. Et tout ça, c'est un espèce de truc en mouvement où il faut à chaque fois avoir la capacité de trouver son chemin là-dedans, qui bougera tout le temps. Donc la flexibilité, puis le facteur humain aussi, voilà. Arriver à garder un contact, une bienveillance. Ouais. Et alors finalement, tu es un zéro ou tu es un héros, voilà. Moi, je ne sais pas ce que je suis. Il faut toujours que... Et c'est rigolo parce que toujours, l'être humain, il faut qu'il mette l'autre dans une case. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je ne suis ni un héros, ni un zéro. Je suis moi-même et c'est tout. Et pourvu que ça continue encore longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci et puis n'oubliez pas, yes, we can. Merci beaucoup.